Bonjour, 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 ici Valérie Brière et je suis en direct de Lyon aujourd'hui avec Anouchka Pirbet. Anouchka, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Anouchka, je voulais te recevoir parce que toi tu es une spécialiste de la psychogénéalogie et en fait j'aimerais que tu te présentes d'abord pour me dire un peu qui tu es et d'où tu viens, quel est ton parcours en fait. Eh bien écoute, merci déjà Oui. de me recevoir aujourd'hui. Alors mon parcours en quelques mots, j'ai... Est-ce que je dois dire où je suis née ou je commence après mes études? Ouais. Non, c'est bien, il faut D'accord. commencer par le commencement Ok. parce que ça va amener... On va comprendre le fil. On va hein. comprendre Bah le oui. fil, oui, Bah oui. oui, il y C'est a un important, fil, ton il y a un parcours, fil. ton histoire. Il y a Voilà. un fil. Alors moi je suis née à Madagascar. Donc vous allez comprendre le fil rouge après et le chemin notamment vers la psychogénéalogie parce que j'ai grandi dans trois cultures déjà. Et j'ai fait un billet en achat et supply chain. Donc j'ai été vraiment dans la loyauté des parents qui sont des entrepreneurs de famille de génération en génération. Donc 15 années dans les achats et dans la supply chain, dans des entreprises complexes et matricielles, donc des postes dans les achats internationaux. Et c'est face à cette complexité-là que je me suis orientée vers le coaching d'organisation. D'accord. Et Voilà. c'est comme ça que tu as basculé, que tu as découvert la psychogénéalogie. Et c'est comme ça que Alors, la psychogénéalogie est arrivée assez naturellement en ayant d'abord abordé l'inconscient collectif dans les organisations. Et ensuite, je me suis posé des questions, donc je me suis cherchée, en fait, je me suis beaucoup questionnée. Oui. Et j'ai travaillé déjà sur moi pendant plusieurs années, suite à des schémas de répétition, on en parlera peut-être. Oui. Et c'est là que j'ai découvert la psychogène. Voilà. Et donc moi j'ai découvert la psychogénéalogie grâce à toi. Mais en fait, qu'est-ce que ça apporte la psychogénéalogie pour les gens qui nous regardent finalement concrètement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on découvre et à quoi ça sert? Alors la psychogénéalogie, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas cette thérapie issue des thérapies familiales, tu as raison, ça a été vraiment, on va dire, révélé au grand public par Anne-Ancelin Schulenberger. Mais elle est vraiment apparue assez tardivement après la Seconde Guerre mondiale, où on a les premières recherches en thérapie familiale qui ont été faites, notamment par Bateson et Palo Alto. Et la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? C'est un processus libérateur qui permet de comprendre son histoire, son passé, pour pouvoir s'orienter vers son futur, en fait. Voilà. Anne-Ancelin parle de... Alors, elle a beaucoup travaillé, elle, par rapport à la guerre, par rapport aux histoires familiales. Alors, c'est là, c'est vraiment la genèse de ces thérapies-là. On peut remonter très loin dans le parcours, mais dans chaque famille, il y a, dans l'arbre familial, il peut y avoir des non-dits. Oui. Il peut y avoir des loyautés familiales. Il peut y avoir des morts non assumées. Tout à fait. Des deuils non faits. Des deuils non faits, oui. Quand je parlais de processus libérateur tout à l'heure, on est vraiment sur un processus qui nous libère de ces loyautés familiales invisibles, conscientes ou souvent inconscientes. Et on va parler de l'utilisation du génogramme. Oui, on va parler de... Ok. Et donc, je parlais tout à l'heure de loyauté invisible. C'est vraiment une compréhension de ces loyautés-là pour mieux, en tout cas, les appréhender et mieux comprendre ces schémas de répétition dans lesquels on se retrouve pour pouvoir prendre le maximum de distance par rapport à ces schémas-là. Voilà. Et alors, justement, pour prendre conscience de ces schémas-là, on travaille sur le génosociogramme. Oui. Voilà. Les génosociogramme, c'est un des outils principaux des thérapies familiales. À travers ce génosociogramme, on va mettre en exergue en fait les représentations que le sujet se fait des positions familiales, en fait, des positions dans cet arbre généalogique. D'accord, donc on remonte de génération en génération, et puis tu arrives à remonter très loin, toi, dans l'arbre généalogique, pour dénouer justement soit des loyautés familiales, soit des deuils non faits. Oui, écoute, c'est mon histoire, parce que moi alors c'était compliqué parce que quand tu as en plus une double culture comme la mienne, où les archives, vous en doutez, on n'a pas forcément beaucoup d'archives à Madagascar. Ça a été vraiment un très très gros travail de recherche que j'ai fait, et d'ailleurs je suis, je crois, aujourd'hui passionnée aussi par la généalogie. Tu me parlais de remonter effectivement sur des générations. Quand on parle donc en psychogénéalogie, on parle d'intergénérationnel ou de transgénérationnel. Donc sur l'intergénérationnel, on parle vraiment des relations familiales visibles. Donc ça peut aller jusqu'aux grands-parents. En tout cas, les relations familiales de sang vivant.
on passe au transgénérationnel lorsque on aborde effectivement dans l'arbre des personnes qui sont décédées, qui ne sont plus là, qu'on n'a d'ailleurs jamais connues aussi. Oui, voilà. aussi, oui. Et tu l'as vu quand on a travaillé sur ton arbre, qu'on peut effectivement retrouver des loyautés incroyables, inconscientes, sur plusieurs générations sans avoir forcément pris connaissance. Alors il n'y a pas seulement les loyautés, puis il y a les dates, puisque je sais que quand on a travaillé sur mon arbre, je parle de moi, puisque dans l'histoire, c'est comme ça qu'on s'est connus, il y a des dates qui reviennent, qui sont récurrentes et qui apparaissent via le génogramme, via l'arbre généalogique. Et ça permet de prendre conscience de certaines dates qui sont récurrentes dans les dates de conception, dans les dates de naissance, dans les dates de naissance, qui reviennent. La répétition des dates. La répétition des dates. Tu vois, tu parlais d'Anne Ancelin tout à l'heure, c'est elle qui a créé, qui a créé le syndrome des dates anniversaires, où on s'aperçoit inconsciemment qu'on a des événements importants dans nos vies qui sont liés à des événements qui ont été des dates anniversaires de parents parfois qu'on n'a pas connus. Où vous pouvez avoir un accident de voiture, une naissance, votre propre date de naissance, votre date de mariage, votre date de divorce, la date où vous avez déclenché une maladie, etc. On s'aperçoit en tirant le fil qu'il y a des similitudes, des loyautés par rapport à nos propres familles en fait. Et alors, je pense à ça, quid des personnes qui ont été adoptées finalement? Comment tu fais pour remonter l'arbre généalogique d'une personne qui a été adoptée, puis qui voudrait peut-être en savoir plus sur elle et qui se pose des questions peut-être sur ses comportements, sur des réactions qu'elle peut avoir? Comment elle peut travailler en psychogénéalogie alors? Comment ça se passe? C'est une question très intéressante que tu poses parce que quand tu te retrouves effectivement dans une situation comme celle-ci, souvent tu as un conflit d'identité. Tu vas avoir deux situations, soit tu connais tes parents d'origine, mais parfois soit tu ne les connais pas. Tu les connais pas, Et souvent, ce qu'on peut observer, en fait, c'est que les enfants adoptés vont mimer, vont être en loyauté avec la famille adoptive. Mais il va y avoir des résurgences d'événements, de choses, de comportements, de personnalités qui sont parfois, qui ne s'expliquent pas toujours par rapport à ces familles adoptives. Donc qui viennent du transgénérationnel. Et on s'aperçoit en fait que le poids de la famille d'origine, il reste là. Je crois que ce qui est important dans l'éclairage dans la psychogénéalogie, c'est cet éclairage sur son fonctionnement, son schéma. C'est-à-dire qu'un enfant adopté peut parfaitement bien grandir, devenir un adulte qui se réalise, parce qu'il va être en conscience de ce qu'il porte, de ce qu'il a, et ou se décharger de ce poids-là. La plus grande difficulté pour un adulte, pour se réaliser, c'est être en conscience de ce qu'il est, d'où il vient. D'accord. Voilà. Et qu'effectivement, quand on est adopté, on n'a pas forcément toutes les clés. Donc remonter son arbre, c'est compliqué. Oui. Mais je n'avais pas pensé au fait que effectivement, la famille adoptante porte son histoire aussi, et donc la transmet aussi à l'enfant adopté. Oui, tu peux avoir d'ailleurs des répétitions de schémas par rapport aux maladies. Tu vois, tu peux prendre un enfant qui a été adopté peut déclencher la maladie d'un parent adoptif, alors que factuellement, dans son ADN, normalement, il l'a pas. Mais et ça va même plus loin, c'est qu'on s'aperçoit une personne qui a été adoptée, en ayant creusé, en ayant fait des recherches sur sa famille d'origine. On s'est aperçu en fait qu'il y avait un mimétisme entre la famille qui avait adopté cette personne et la famille d'origine. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est assez époustouflant quand tu creuses. Alors nous, on a travaillé ensemble sur quelques séances. Quel est le nombre de séances minimum que tu préconises finalement quand tu travailles en psychogénéalogie sur ton arbre? Alors, moi, je préconise aujourd'hui un minimum de 3 séances pour pouvoir au moins aborder les vraies problématiques. On parlait tout à l'heure de Jung, monter en conscience supérieure sur l'arbre. Parce que je crois qu'on a eu 3 toutes les deux, 3 séances. On a fait 3 séances, une séance, ça dure entre 1h30 et 2 heures à peu près. Est-ce que je crois en tout cas que ça t'a apporté des clés déjà? Moi, ça m'a apporté des clés, oui, par rapport au deuil non fait. Moi, dans ma famille, dans mon cas, c'était des deuils non faits. Par rapport aux dates de naissance, aussi aux prénoms. Alors ça, sur les prénoms, j'ai trouvé des résurgences dans les prénoms et des évidences qui n'étaient pas apparues avant. Et puis ça m'a permis de comprendre certaines maladies dans ma famille. Donc ça, pour moi, c'était un bel éclairage que je n'avais pas eu jusqu'à présent.
Et ça permet de se libérer aussi de certaines culpabilités ou de certains poids qu'on porte. Parce que voilà, quand on remonte dans son histoire, finalement on se dit tiens oui, je comprends mieux d'où ça vient en fait. C'est un point important que tu soulignes quand tu parles de culpabilité, donc tu parles d'une émotion. D'une émotion. Voilà, et souvent en fait je vais avoir des personnes qui vont me dire j'ai souvent ce ressenti mais je ne comprends pas d'où il vient. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être la peur de l'extérieur ou de la société. Et un sentiment répétitif mais qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Voilà. Et ça typiquement quand je parle aussi de transmission transgénérationnelle ou intergénérationnelle, on est vraiment sur la transmission émotionnelle, la charge émotionnelle. Ce qui est hyper important en psychogène, c'est pas l'acte, c'est pas l'événement lui-même, tu te souviens, c'est la charge émotionnelle qui est véhiculée, liée à cet événement. Et si elle n'est pas libérée, elle circule en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on va vraiment travailler en psychogénéalogie. Après, tu travailles sur des protocoles qui te permettent de libérer de ces schémas. Oui, alors c'est d'ailleurs le but en tout cas de l'accompagnement, c'est de libérer, de libérer complètement. Alors ça peut, tu vois, je te parlais tout à l'heure de 3 séances, j'ai certaines personnes qui m'en demandent plus, d'abord parce qu'ils ont envie de savoir, d'aller vraiment plus loin, et aussi parce qu'il y a de la résistance, et c'est ok, voilà, c'est juste pour tout le monde. En quoi c'est important finalement la psychogénéalogie? En quoi tu en ferais la promotion? Moi ça m'a servi, mais... écoute, moi la psychogène ça a été la révélation, parce que c'est en travaillant sur moi à travers cet outil que j'ai réussi à identifier tous ces schémas de répétition dans lesquels je m'étais complètement enfermée et qui m'ont permis d'aller vers ce chemin aujourd'hui de ma propre individualité. Je vois qu'il y a Sandrine qui dit « Une personne m'a dit dernièrement qu'une loyauté peut être bénéfique. » Qu'en pensez-vous? Intéressant comme question. C'est très intéressant. La loyauté familiale, rien que le nom de famille, déjà c'est un nom qui est héréditaire et qui nous permet d'exister en tant qu'individu, de nous révéler aussi en tant qu'être, etc. Donc oui, c'est primordial, et la famille c'est un socle. On parle beaucoup de famille, d'ailleurs dans toutes les cultures, la famille est un socle. On commence à travailler sur la loyauté pour défaire une loyauté lorsqu'elle est toxique pour l'individu. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la loyauté peut être bénéfique si elle porte quelque chose de positif. Si elle porte quelque chose de positif, d'identitaire. Par contre, si elle est toxique, il faut vraiment la nettoyer. Quels sont les processus que tu peux utiliser pour nettoyer une loyauté toxique, justement? Je vais pas en parler aujourd'hui. Si. On va peut-être devoir refaire une interview, c'est ça? Non, mais est-ce que tu pourrais donner un des outils, par exemple, que tu utilises pour nettoyer, défaire une loyauté toxique? Dans l'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire que j'amène doucement la personne vers la prise de conscience. Et la prise de conscience, pour moi, c'est le déclic pour déjà le début de la transformation. Vraiment. Quand tu prends conscience des choses, quand tu les poses, effectivement, le déclic, tu vois. Tu les comprends pas de la même façon. Et la façon dont je travaille aussi, c'est ça, c'est-à-dire que on ne va pas uniquement travailler sur les mots, on va aussi travailler sur des actions. Donc un des outils principaux que tu connais, c'est l'acte symbolique. Ce que j'aime dans l'acte symbolique, c'est vraiment le passage à l'action que le cerveau a besoin d'intégrer pour couper en fait cette loyauté-là. Il y a vraiment ce triptyque entre penser, dire et agir. Tout acte symbolique a du sens pour la personne que j'accompagne. Ça peut être prendre un avion dans une direction, faire des origamis, mais c'est vraiment l'acte symbolique qui est l'outil principal que j'utilise. Et ça marche bien. Oui, je confirme. Je confirme. Il y a Dominique Féa qui dit « J'ai déjà fait ce travail il y a quelques années, ça m'a vraiment apporté beaucoup. » Merci Dominique. Et Sandrine qui remercie pour la réponse à sa question. Voilà. Et c'est une forme d'analyse systémique. Oui, c'est une forme d'analyse systémique. Et c'est d'ailleurs le point commun avec le coaching d'organisation, puisque je parlais tout à l'heure de mon chemin. Ton chemin, c'est ça. Je suis coach aussi en entreprise. Très bien, écoute Anna, Anouchka, finalement. Je t'ai connue sous le nom d'Anna, mais Anouchka, j'aime bien. Donc, écoute, j'avais pas fait le lien avec Anne Ancelin tout à l'heure, tu vois, sur la Russie. Oui, tu vois. Alors, je fais pas du tout russe, mais... mais je vais creuser, je vais faire un test ADN. Sur myheritage.com, tu sais, tu peux le faire. Alors, on n'a pas abordé la mémoire cellulaire, mais qui est aussi un des sujets qui me passionne. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas.
Alors, si les gens qui Voilà. t'ont vu aujourd'hui en live veulent Oui. te retrouver, on Ah. te trouve comment? Bah, par toi, non? Anouchka Pirbet, c'est ça? Oui, mais bien sûr, par moi, oui. Vous avez mon nom Mais, normalement. non, mais tu as un site internet, comment ça se passe? Alors pas encore. J'ai une page sur Facebook, Donc, t'as une effectivement, page sur qui Facebook, s'appelle donc, Un esprit sain dans un corsage. Voilà. Et ou sur LinkedIn aussi. Alors, L'esprit sain dans un corsage. Mais oui, c'est toute une histoire. Toute une histoire, oui, j'aime ça. alors corsage en un seul mot. Hein. Oui, oui, mais ça peut prêter. Corsage en un... Oui, mais il y a évidemment. Forcément, il y a un jeu de mots, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez tout me le monde l'aura trouver sur compris. Un esprit sain dans un corsage, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, ou par mon nom directement, Anouchka Pirbet. Anouchka Voilà. Pirbet.